Pour des millions de femmes, uriner, accoucher, voire même vivre sans douleur est devenu un combat au quotidien à cause des mutilations génitales féminines. Cette pratique, infligée dès le bas âge, laisse des séquelles irréversibles, douleurs chroniques, complications obstétricales, traumatismes psychologiques profonds et parfois la mort. Face à cette réalité, le programme conjoint UNFPA-UNICEF et ses partenaires appellent chaque 6 février à renforcer l'engagement afin de mettre fin à la mutilation génitale féminine et de garantir une vie sans violence aux filles et aux femmes. Mais qu'est-ce qu'une mutilation génitale féminine et pourquoi cette pratique est-elle menée? Pour répondre à ces questions, nous avons sur ce plateau Madame Ingrid Kenyé-Tengue, gynécologue obstétricienne, spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Ravie de vous avoir sur ce plateau. C'est plutôt moi qui suis ravie d'être avec vous et coucou à nos différents téléspectateurs. Alors, nous débutons notre entretien. Qu'est-ce qu'une mutilation génitale féminine? Alors, une mutilation génitale féminine est d'abord premièrement une violence basée sur le genre, avant d'être même toute pratique qui consiste à enlever une partie ou la totalité des organes génitaux externes de la femme. Alors, c'est quoi les organes génitaux féminins? La femme a ce qu'on appelle la vulve. Et au niveau de la vulve, nous avons le clitoris, nous avons les petites lèvres, nous avons les grandes lèvres et puis nous avons l'orifice vaginal. Donc, les mutilations génitales féminines consistent à aller enlever soit le clitoris, soit les petites lèvres, soit les grandes lèvres ou même on enlève tout ça. L'Organisation mondiale de la santé a classifié les mutilations génitales féminines en 3 grands groupes, parfois on va dire 4 grands groupes. Le premier groupe, c'est on va juste enlever une partie du clitoris. Le deuxième groupe, on enlève une partie du clitoris ou bien tout le clitoris et les petites lèvres. Le groupe 3, c'est ce qu'on connaît le plus souvent qu'on appelle l'excision. Il y a également le type 3 qu'on appelle l'effubilisation qui consiste à enlever et le clitoris et les petites lèvres et les grandes lèvres et on referme complètement la vulve de la patiente et on rétrécit l'orifice vaginal. Alors, ces mutilations génitales féminines sont pleines de conséquences sur la vie de ces jeunes filles-là, comme vous l'avez bien dit en introduction. Du côté, le vécu quotidien, les conséquences psychologiques à court, moyen et à long terme, les conséquences sur la vie de reproduction et puis les conséquences une fois qu'on aura on serait tombé enceinte et que le moment d'accoucher serait arrivé. Oui, Donc nous disons merci à l'UNFPA, à l'UNICEF pour ce programme-là qui, voilà, amène les différentes communautés à comprendre que arrêter les mutilations génitales féminines, c'est quelque part améliorer le bien-être des femmes et ainsi arriver à construire des sociétés plus autonomes avec des femmes vraiment épanouies et en bonne santé. Là, je me pose la question, et je crois d'ailleurs même que c'est le cas des téléspectateurs, pourquoi cette pratique est-elle menée? Alors, cette pratique remonte à plusieurs années et dans ces communautés-là, elles disent que ça permet de marquer le passage de la vie d'enfant à la vie adulte. C'est le premier point. Et aussi de se dire que lorsqu'on fait une mutilation génitale féminine à la fille, lorsqu'on enlève le clitoris, nous savons tous que le clitoris, c'est l'organe de la sensibilité côté vie, rapport sexuel chez la femme. Donc, les femmes se disent que lorsqu'on enlève cet organe-là aux jeunes filles, elles n'auront pas le désir sexuel et donc pourront rester en griffe chaste jusqu'à ce qu'un homme décide de venir les épouser. Mais cela engendre plus de problèmes que cela ne résout au fait. Parce qu'une femme chez qui on a enlevé le clitoris, oui d'accord, vous avez dit que vous avez enlevé le clitoris, entre griffes, vous rétrécissez son orifice vaginal. Lorsqu'elle se marie, son époux n'a pas le temps de comprendre cela, il veut directement passer à l'acte. Il veut directement profiter de sa femme parce que vous allez voir que dans cette communauté, on met en avant quoi? Rapport sexuel après le mariage. Et
au cours de la lune de miel, le monsieur n'a pas le temps de patienter, feu, et puis il y a toutes ces conséquences-là qui suivent, déchirures, saignements, traumatismes. Parfois, il y a même des hommes qui ont des rapports sexuels par l'anus avec leurs femmes, parce que lorsqu'ils voient l'orifice vaginal tellement c'est petit, ils se disent que c'est pas là-bas que la dame urine. Donc, ils préfèrent faire des rapports sexuels par l'anus sans vraiment se rendre compte. Donc, c'est encore là le lieu de dire quoi? Il y a encore de la mésinformation, il y a encore des tabous qui serait vraiment important de lever. On ne peut pas mener cette lutte en mettant les hommes à côté. On ne peut pas mener cette lutte en mettant les leaders communautaires, notamment les pasteurs, les prêtres, les imams à côté. On doit mener cette lutte-là ensemble et le dire que ce n'est pas parce que vous avez fait cette mutilation génitale à cette fille-là qu'elle va, par exemple, rester chaste jusqu'au mariage. Est-ce qu'il faut rester chaste jusqu'au mariage et arriver à garder des conséquences psychologiques qui vont détériorer sa qualité de vie? Pour moi, la réponse est sans... Je ne réfléchis pas, quoi. La réponse est non. Maintenant, comment apporter la meilleure éducation à ces jeunes filles-là? C'est là même que demeure la question. Non aux mutilations génitales féminines, mais plus, oui, à une communication parents-enfants de meilleure qualité, afin que ces jeunes filles-là arrivent à se préserver jusqu'au mariage et que même si elles décidaient à avoir des rapports sexuels, qu'elles sachent qu'elles doivent se protéger, entre autres faits. Oui, vous avez évoqué les conséquences, mais là, j'aimerais que vous alliez plus en profondeur, les conséquences physiques, bon, sur le corps ainsi que mentales. Alors, lorsqu'on prend une mutilation génitale féminine, on doit savoir qu'au niveau de la vulve de la femme, il y a beaucoup de vaisseaux. C'est-à-dire, cette femme-là qui pratique cette mutilation génitale, elle ne maîtrise rien de l'anatomie. Si elle fait ça et qu'elle va, par exemple, ligaturer une artère sans se rendre compte, la jeune fille peut saigner jusqu'à mourir. C'est le premier point. On fait cela dans des conditions vraiment pas possibles. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'asepsie. Donc, il y a le risque d'infection. Donc, la jeune fille peut traîner des infections et quand ce ne sera pas bien traité, l'appareil génital de la femme est tellement c'est comme un petit cocon. Lorsqu'elle va faire cette petite infection vaginale qui ne sera pas bien traitée, ça pourra remonter vers son utérus, créer par exemple une endométrite, aller par exemple également atteindre cette trompe, entraîner ce qu'on appelle une salpingite. Donc cette jeune fille-là va traîner des douleurs pelviennes chroniques et lorsqu'elle va se marier, au cours des rapports sexuels, on aura quoi? Des douleurs au cours des rapports sexuels, ce que nous appelons des dyspareunies. Ça peut être des dyspareunies de pénétration ou alors des dyspareunies de profondeur. Il y a également ce qu'on appelle des fuites d'urine. De temps en temps, elles n'arrivent plus à vraiment maîtriser la continence de leur vessie et tout. Donc, elles peuvent perdre les urines de temps en temps. Ça, on va dire ça, c'est la santé physique. Une fois que ces femmes-là se marient, il y a le rapport sexuel qui est compliqué. Je vais profiter pour partager l'histoire d'une patiente que j'ai suivie. Elle s'est mariée il y a déjà, je vais dire 8 ans, mais elle dit que les rapports sexuels sont un supplice pour elle. Parce que chaque fois qu'elle a un rapport sexuel avec son mari, elle a des déchirures, elle saigne, mais le mari ne comprend pas. Il se dit que non, c'est normal, c'est comme ça. Et des fois, il le taquine que bah, si tu penses que c'est trop compliqué pour toi, il faut donc m'autoriser à prendre une autre femme avec laquelle je pourrais satisfaire mes besoins. Vous voyez, cette femme-là, non seulement elle subit des rapports sexuels douloureux, mais elle subit également un sexisme ou alors une violence psychologique de la part de son mari. On traverse ça, elle tombe enceinte. Lorsqu'on tombe enceinte, quand le bébé veut sortir de l'utérus, il traverse le col et il doit traverser également la filière vaginale avant de sortir. Vous imaginez un vagin qu'on a complètement rétréci, l'ampliation ne pourra plus être possible. Donc, du coup, ces femmes-là, on va leur dire, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse, on va vous faire une césarienne. Nous sommes tous d'accord que dans notre contrée, lorsque vous dites à une femme qu'on va vous faire une césarienne, elle vous dit, docteur, moi, non, je vais accoucher par voie basse. Elle va quitter de chez vous et aller accoucher dans une maison d'accouchement où le personnel soignant ne maîtrise pas vraiment l'anatomie. Et qu'est-ce qui arrive? Elle accouche, le périnée éclate, saignement, décès maternel. Or, actuellement, on veut arriver à réduire les décès maternels. Ou alors, elles accouchent, il faut donc faire une incision, une épisiotomie, ou elle peut avoir une déchirure du périnée qui va encore l'handicaper prochainement lorsqu'elle voudra avoir des rapports sexuels avec son mari. On a parlé de conséquences
physiques. Là, on parle de conséquences obstétricales. Maintenant, les conséquences psychologiques. Elle vit avec la peur. Elle vit chaque fois qu'on se marie, lorsqu'on est marié, lorsque le mari va t'approcher, tu dis, ah, moi encore, ce supplice-là. Lorsque tu te dis, je vais dire non à mon mari, lorsque tu es musulman, on va te dire non, le Coran va te punir parce que tant que tu es marié, tu ne dois pas refuser ton corps à ton mari. Même dans les églises chrétiennes, quand tu es marié, le devoir conjugal, il faut avoir des rapports sexuels avec son mari parce que si tu n'as pas de rapports sexuels, il ira trouver une autre femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu es dans ce cercle vicieux-là où tu vas, entre griffes, à un moment donné, dire, je préfère aller au rapport sexuel pour avoir la paix entre griffes avec mon mari. Mais après le rapport sexuel, c'est toi qui vas saigner, c'est toi qui vas avoir mal. Et des fois, tout cela est négligé. Donc, c'est très important que lorsqu'on entend mutilation génitale féminine, on ne se limite pas seulement à dire que oui, on est allé et puis c'est fini. Non. Cette femme, elle aura mal au cours des rapports sexuels. Elle va tomber enceinte. Pourtant, elle a un bon bassin, elle ne pourra pas accoucher d'elle-même. Ou alors, elle va aller accoucher dans une maison d'accouchement, elle va saigner, elle peut mourir. L'enfant aussi peut mourir. Et plus loin, elle va traîner une souffrance psychologique toute sa vie. Elle ne va jamais guérir, peut-être jusqu'au jour où on va décider de réparer. Parce que oui, c'est possible de réparer. Il faut juste tomber dans une bonne équipe qui maîtrise et on va vous refaire votre périnée de manière vraiment impeccable. Au Togo, est-ce une pratique qui se fait? Oui, au Togo, c'est une pratique qui se fait. Amnesty International avait mené une étude l'année dernière. On a remarqué que dans la région sud, ce sont des pratiques qui ont disparu, mais dans la région au nord, il y a encore des communautés où les mutilations génitales féminines continuent par être pratiquées. Malheureusement, c'est ces jeunes filles-là. On se dit, on est en vacances, on va aller voir la grand-mère au village, sans savoir que lorsqu'on va au village là, c'est pour subir cela avant de revenir. Je vous partage encore l'expérience d'une de mes patientes. Elle a son papa qui est burkinabé. Donc, on a dit, tu vas aller en vacances chez ta grand-mère au Burkina. Lorsqu'elle est allée, la grand-mère a profité pour faire cette mutilation génitale féminine. Et lorsqu'elle est revenue, elle n'a jamais parlé de cela, ni avec son père, ni avec sa mère, personne. C'est juste son mari. Même son mari, elle a abordé vraiment de manière légère. Elle était venue pour un suivi de grossesse. Lorsque je l'examinais, je lui ai remarqué que voilà, c'est pas normal. Et je lui ai demandé, elle m'a dit effectivement, c'est la première fois qu'elle en parle comme ça, mais lorsqu'elle était allée en vacances, voilà. Donc, il y a de ces jeunes filles-là, lorsqu'elles vont en vacances au nord, la grand-mère profite pour faire cela et lui dit de garder le silence parce que ce qu'on fait, c'est pour qu'elle soit une meilleure femme et tout. On vante un langage autre aux jeunes filles et donc lorsqu'elles reviennent, elles se disent pour garder le secret de grand-mère, je ne dois pas parler de cela à quelqu'un et elles gardent cela, oui. Ce sont des trucs qui continuent, mais on est vraiment sur le terrain pour outiller ces femmes-là, ces communautés-là leur dit que c'est une pratique qui entraîne plus de conséquences que de résultats positifs. Et c'est un truc qu'on ne peut pas le faire seul. Nous, en tant que personnel soignant, on ne peut pas le faire seul. Donc, je dis encore merci à One TV pour cette opportunité parce que oui, les personnels on va dire quoi, les gens de la communication, vous êtes vraiment ces canaux-là par lesquels nous pouvons passer. Plusieurs personnes regardent la télé, plusieurs personnes écoutent la radio, il y a les réseaux sociaux, c'est de se dire, c'est un travail qu'on doit faire main dans la main. Nous, le personnel soignant, on a la connaissance, vous avez l'outil de distillation un peu plus facile, donc, et vous maîtrisez mieux les canaux de communication avec la population, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, et ainsi le message peut être amplifié et on va vraiment arriver à réduire ces mutilations génitales féminines, pourquoi pas arriver à zéro mutilation génitale féminine, aussi bien au Togo qu'en Afrique et dans le monde entier. Parce qu'on va se dire que c'est juste une affaire du Togo ou bien de l'Afrique, non. Même chez les Blancs, que ce soit en France, aux États-Unis, il y a encore des communautés où les mutilations génitales féminines continuent pas à être réalisées. Je voudrais savoir, est-ce que ces grands-mères ou ces personnes qui infligent hein, ce genre de pratique pardon, à ces jeunes filles, est-ce permis? Est-ce que ces personnes ont le droit de le faire? On dira qu'elles n'ont pas le droit parce qu'il y a une loi qui est sortie pour se dire que non, côté mutilation génitale féminine, les auteurs sont poursuivis, sont condamnés et tout, et tout, et tout. Mais vous connaissez la société africaine, aussi bien patriarcale que matriarcale. Dans ces communautés, ces femmes-là sont respectées. Qui
a le courage d'aller dénoncer cela. Parce que ces jeunes filles-là à qui on fait, on n'a ni l'aval ni le OK du père ou de la mère. Je ne sais pas si vous me comprenez. La jeune fille va en vacances, on fait ça, et elle revient, et la vie continue. Donc c'est le temps de se dire que pourquoi pas outiller les jeunes filles. Elles doivent connaître leurs droits, elles doivent connaître le consentement, et elles doivent savoir que si par exemple on te fait telle chose, tu dois être à même de dénoncer, de se dire qu'elles ne sont pas seules. Il y a des mécanismes derrière pour protéger ces jeunes filles-là. Et au lieu de dire on va juste enfermer ces femmes-là, c'est d'aller vers elles pour leur dire que voilà, ce que vous faisiez depuis, ce n'était pas une bonne chose. Actuellement, la loi condamne cela. Et si vous le faites, voilà, voilà, voilà ce que vous encourez au niveau de la justice. Mais surtout de leur dire que ces jeunes filles-là, voilà ce qu'elles subissent après ce que vous leur infligez comme douleur ou bien comme acte. Parce que parfois, il y a aussi le fait que ces femmes-là ne comprennent pas vraiment ce qu'elles font. Elles ont eu à subir ça quand elles étaient jeunes. On les a dit que c'était la bonne chose. Et elles continuent parce qu'elles se disent que c'est une bonne chose pour le bienfait de ces jeunes filles-là. Donc maintenant, c'est à nous d'aller vers ces communautés, de faire une éducation, de faire un changement de comportement à 360 degrés pour qu'elles comprennent que c'est une pratique qui fait plus de mal que de bien. Et une fois que ce message-là est distillé, on te dit que si jamais on vient te dénoncer que tu as fait X ou Y, la loi pourra facilement te frapper. Une fois que ce travail-là n'est pas fait, je pense que c'est bien de ratifier des lois, mais une chose de se dire pour l'application, comment j'amène les personnes à comprendre que la loi peut les frapper. Si je ne connais pas la loi et que tu m'amènes, je te dirais que moi, je n'ai pas connaissance de la loi. Donc, il faudrait qu'on aille vers ces communautés, qu'on les apporte la bonne information. Une fois que l'information est appelée et qu'il y a une résistance au changement, là, la loi doit sévir. Et pour ces jeunes filles qui ont eu à subir des mutilations génitales féminines au Togo, comment ça se passe, la prise en charge? Alors, lorsqu'on parle de mutilation génitale féminine, tout ça se fait en communauté. Du coup, s'il n'y a pas de complications sur le pif, on n'ira pas à l'hôpital. Mais si lorsqu'on fait ça, elle se met à saigner, c'est là on va la mener à l'hôpital pour essayer de réparer, pour peut-être faire une transfusion. Et c'est le début d'une prise en charge qui n'est pas juste physique. Les psychologues sont dans la barque parce que c'est même le côté psychologique qui est parfois le plus important lorsqu'on est encore jeune fille. Sinon, elles vont traîner ces séquelles-là. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de complications sur le pif et que ces femmes-là grandissent, elles se marient et qu'elles viennent en consultation, elles nous disent que docteur, voilà, au cours des rapports sexuels, j'ai mal, j'ai ceci. En plus de faire mon travail de gynécologue, j'associe un psychologue et un kinésithérapeute. Parce que le psychologue va discuter avec elle, mais le kinésithérapeute pourra également l'aider à avoir une meilleure mobilité au niveau de son périnée. On se dit, une fois qu'on a réparé, il faudrait qu'on réapprenne à la jeune fille ou à la femme à comment prendre soin de son périnée, quel mouvement il faut faire et tout. Mais tout cela doit se faire de concert avec les partenaires, que ce soit les maris ou alors les petites amies, ainsi de suite. C'est vraiment la prise en charge. Ça doit être une prise en charge holistique, une prise en charge complète. On ne va pas juste prendre un versant, non. Le gynécologue est dans la barque, le psychologue est là, le kinésithérapeute est là, et pourquoi pas le sexologue, les sociologues également, pour faire quoi? Mener des études et de se dire, lorsqu'on a accompagné une fille pendant une période, voilà comment elle est devenue à la fin de ce programme. Elle est sortie plus transformée, elle est sortie plus outillée, et on fait de ces jeunes filles-là quoi? Des actrices du changement. On peut regrouper ces femmes qui ont eu à subir des mutilations génitales féminines, les outiller afin d'être des actrices du changement. La prise en charge ne se fait pas juste par le gynécologue ou par la sage-femme. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui travaille de concert afin de redonner un meilleur cadre de vie et une meilleure hygiène de vie à ces victimes de mutilations génitales féminines. Donc, si je comprends bien, c'est possible de réparer après avoir subi cette pratique. C'est possible. C'est possible de réparer. C'est possible. Il suffit juste d'aller à l'hôpital, qu'on pose le diagnostic et qu'on vous dise, voilà, on va vous réparer et que vous aidez. Parce que des fois aussi, elles ont peur. Elles se disent, on a fait, elles ont eu mal et tout et tout. Est-ce qu'elles doivent encore subir tout ça? Et si jamais, mais tenez-vous bien. Pour réparer, il y a de l'anesthésie. On ne va pas vous réparer à chaud. On fait de l'anesthésie, on découpe tout et on vous reconstruit bien votre vagin et puis votre périnée. Donc, c'est possible de reconstruire.
Quels sont les conseils que vous donneriez à ces femmes qui ont été victimes de mutilations génitales féminines? Des conseils qui pourront alléger leur vie quotidienne. Ce que je vais leur donner comme conseil, premièrement, c'est de les envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup d'ondes positives, parce que ce que vous avez vécu, ce n'est pas une mince affaire, c'est assez compliqué. Mais ne restez pas dans votre coin. Allez à l'hôpital, allez vers, que ce soit les gynécologues, que ce soit les sages-femmes, peu importe, allez vers un médecin et confiez-vous. Une fois que vous allez vous confier, on va essayer de mettre en place un mécanisme pour vous accompagner. Et dans ce mécanisme-là, il y aura un suivi psychologique, il y aura un suivi gynécologique. On va essayer de faire l'état des lieux des lésions et de voir comment faire une réparation. Et une fois que la réparation est faite, le gynécologue va continuer avec vous, avec le psychologue. On pourra également mettre dans la barque les psychologues, mais nous allons surtout vous outiller afin de faire de vous des actrices du changement. Vous n'êtes pas seul. One TV est avec vous, UNICEF est avec vous, UNFPA est avec vous, le corps des gynécologues est avec vous, tout le personnel soignant est avec vous. Sortez de l'isolation, allez demander de l'aide. Maintenant, à nous, personnels soignants, allons vers les communautés et apportons la bonne information. C'est ce que l'association Arôme, dont je suis la présidente, nous essayons de faire également, c'est-à-dire d'apporter la bonne information aux femmes. Parce que malheureusement, dans la Bible, on dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et c'est ce qui se fait également dans les communautés. Les femmes n'ont pas la bonne information, les hommes n'ont pas la bonne information. Et là, je vais également parler à ces mamans-là qui sont les praticiennes. Changez, s'il vous plaît, parce que vos pratiques font plus de mal que de bien à ces femmes. Je dirais un message de sensibilisation à ces communautés-là, pas uniquement à ces femmes, mais c'est toute une communauté. Donc, un message de sensibilisation à ces communautés-là qui continuent de pratiquer ce type de violence. Alors, je dirais à ces communautés-là que l'heure du changement a sonné. Pour que vos communautés soient plus prospères, soient plus équilibrées, il faudrait que vos filles grandissent dans de bonnes conditions. Donc, s'il vous plaît, acceptons le changement, acceptons de changer, acceptons d'arrêter de faire ces pratiques parce que ça tue des filles, ça altère leur qualité de vie. Et si vous voulez vraiment avoir des communautés épanouies, il faut arrêter cela et mettre l'énergie que vous mettez dans ces pratiques-là dans d'autres domaines. Par exemple, comment outiller vos jeunes filles, comment les accompagner en matière de santé sexuelle et reproductive, comment les autonomiser, le leadership, la connaissance de soi. Et ainsi, vous verrez que vos communautés vont être meilleures et avoir un impact vraiment dans le développement du Togo. Parce que oui, si nous venons sur Terre, nous avons tous une mission de vie. Au lieu de mutiler ces jeunes filles-là, aidez-les à trouver leur mission de vie et ainsi elles pourront être plus épanouies. Nous arrivons à la fin de notre entretien, mais quand même, je voudrais avoir votre message à l'endroit des téléspectateurs de One TV. Alors, dernier merci. message. Déjà, je dis merci à Madame Justine pour l'invitation. Je dis merci à One TV pour cette action qui entre vraiment dans la sensibilisation. Alors, aux téléspectateurs, je dirais que prenez soin de vous. La santé, c'est ce bijou-là que nous avons, mais malheureusement, nous rechignons à prendre soin de notre santé. Vous êtes les acteurs du changement. Vous êtes ces personnes-là sur qui nous pouvons nous appuyer. Si vous regardez cette émission, ne gardez pas cette information-là pour vous. Il faut partager l'information autour de vous. Si vous connaissez des communautés où ces mutilations-là continuent pas à être faites, vous pouvez juste contacter One TV et nous allons faire ce travail-là de descendre dans ces communautés-là pour éduquer ces femmes-là, pour leur présenter les conséquences sur la vie de ces jeunes filles-là et pourquoi pas les outiller en matière de leadership, en matière de santé sexuelle et reproductive. Parce que oui, la femme, c'est la mère de l'humanité. Et lorsqu'une femme brille, les communautés prospèrent. Et à vous, nos maris, à vous, nos papas, à vous, nos frères, nous ne pouvons pas mener cette lutte-là sans vous. Vous êtes nos alliés. Acceptez nos faiblesses, mais tenez nos mains afin que nous puissions nous relever et arriver à créer un Togo un peu plus prospère. Donc, je vous remercie. Et comme j'ai dit, ne gardez pas cette information,
mais surtout, prenez bien soin de vous. Nous retenons de cet entretien que la mutilation génitale féminine est une violation des droits humains qui doit être combattue par la sensibilisation, la prévention et le respect des femmes, le respect de la dignité des femmes et des filles. Merci à Madame Ingrid Kenyetenge, gynécologue obstétricienne, spécialiste en santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. On se dit à la prochaine.